Je veux le dire plus encore après les échanges entre les présidents Trump et Zelensky. L'Ukraine n'a d'excuses à présenter à personne. Le peuple ukrainien ne mérite qu'une chose, le respect. Bien seul quand d'autres refusaient de voter le soutien à l'Ukraine ici comme au Parlement européen. Bien seul quand d'autres revendiquaient leur loyauté pour la Russie ou relativisaient la portée du conflit. Bien seul face à la légèreté de ceux qui se moquent du destin de la France, se moquent du destin de l'Europe et ne voient pas de problème à voir un leader démocratiquement élu insulté en direct, ne voient pas de problème à une victoire russe qui barrait la route lourdement à l'avenir des Français. Nous sommes dans un moment où le voile se déchire, où l'on s'aperçoit que l'instinct capitulaire est en fait bien souvent un esprit de complicité. Nous avons déjà vécu tout cela. Alors je le dis, entendre Madame Le Pen ici nous donner des conseils de géostratégie, alors même qu'elle proposait encore pendant la campagne présidentielle de 2022 une alliance en matière de défense avec la Russie, alors même qu'elle disait encore quelques jours avant l'invasion russe que les Russes n'envahiraient jamais l'Ukraine, alors même qu'elle estimait, comme Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs, que les Ukrainiens ne tiendraient pas 3 jours ou 3 semaines et que ça fait 3 ans qu'ils résistent héroïquement. Madame Le Pen, nous l'avons vu tout à l'heure quand l'ensemble de cet hémicycle s'est levé pour applaudir et saluer le courage du peuple ukrainien et que le seul groupe qui est resté assis et qui n'a pas applaudi est le vôtre. Nous l'avons entendu tout à l'heure dans votre intervention. Tout ça, Madame Le Pen, ne donne qu'une confirmation. L'Ukraine brûle et encore, vous regardez ailleurs. Vladimir Poutine ne cherche qu'à gagner du temps pour reprendre son souffle face à une résistance ukrainienne qu'il ne parvient pas à étouffer. Mais l'appétit du Kremlin est insatiable et personne ne doit douter que derrière l'Ukraine, il y a la Moldavie, la Roumanie, les États baltes, il y a la Pologne, il y a la Finlande, il y a l'Union européenne et l'OTAN. Le régime russe ne tient désormais que par et pour la guerre. Nous sommes entrés dans un nouvel âge corsaire. Le droit international est menacé dans son principe même quand messieurs Trump et Vance décident de tirer avantage de la guerre d'agression de monsieur Poutine et veulent, comme de vulgaires mafieux, extorquer 500 milliards de minerais du sol ukrainien pour le plus grand avantage de leur ami propagandiste Elon Musk et ses semblables. Ils exigent même que les Européens, effrayés d'échapper à la garde de l'oncle Sam, utilisent jusqu'à 5% de leur PIB pour la défense et donc pour acheter américain. Face à cela, on se paye trop souvent de mots, et ici même à l'instant encore. On fait trop souvent semblant. La France devrait-elle contrecarrer ce plan? Oui, sans doute, il le faudrait. Sans quoi le droit international, encore une fois, ne sera qu'un vain mot. Mais que comptez-vous faire? Vous n'avez pas été capable de créer un lieu de discussion où les belligérants auraient pu se retrouver. Vous avez fini par croire vos propres slogans et vous imaginez qu'il pouvait y avoir une issue militaire au conflit. Comment voulez-vous faire revenir la France à la table des négociations? En avez-vous la volonté? En avez-vous les moyens? On est d'autant plus fondé à en douter que M. Macron a saboté l'appareil diplomatique et que depuis 3 ans, la liste des gesticulations sans effet est hélas bien longue. Par exemple, il n'y a qu'un site de production en France de corde au but 155. Il est à Tarbes. Loin de fonctionner à plein régime, comme on l'imaginerait en vous entendant, pour soutenir l'effort de guerre ukrainien, sa remise en état, décidée lors de son rachat il y a 4 ans, est pourtant à peine entamée. Je ne dis rien de la sortie grotesque de M. Le Maire qui se faisait fort de mettre l'économie russe à genoux. De même, quand certains s'exaltent à la vue du courage des Ukrainiens et sont prêts à disposer de la vie de nos soldats et s'exclament « Il faut envoyer des troupes !» comme ils joueraient avec des soldats de plomb, on est pris d'un singulier vertige. Quand d'autres, enfin, avec désinvolture et un air entendu, se rengorgent et affirment qu'on peut ouvrir la discussion sur un éventuel partage nucléaire, on se pince. Pourquoi donc? Et surtout, comment? Nous autres Français, n'ayant pas cru pendant 70 ans qu'un allié engagerait sa crédibilité atomique pour nous, comment imaginons-nous que des partenaires ou des adversaires se figureraient que nous le ferions nous-mêmes? L'affolement de nos partenaires européens ne devrait pas nous pousser à l'illogisme. Il devrait, au contraire, nous amener à avoir la discussion franche et sérieuse qui a été éludée de longue date. Et en particulier, il y a 20 ans,
quand le peuple français avait refusé par référendum de ratifier le traité constitutionnel européen. Car c'est ici un des nœuds du problème, le cœur de la politique d'impuissance et d'alignement que les gouvernements français ont accepté de mener. Au nom de la concurrence libre et non faussée, au nom de la limitation des déficits, au nom d'un mandat de la Banque centrale européenne entièrement dédié à la lutte contre l'inflation, sans aucun souci de l'emploi, de la souveraineté, on a organisé un affaiblissement de l'État et le démantèlement de l'industrie dont mon collègue Tavel vous donnera demain un tableau éloquent. Ironie de l'histoire, on a même aussi étouffé le peuple grec dont la dette provenait en grande partie d'achats d'armements faits alors à l'Allemagne et à la France. Et aujourd'hui, Mme von der Leyen suggère benoîtement que les déficits cessent d'inclure les dépenses militaires. Mais que n'y a-t-elle pensé pour financer la bifurcation écologique du continent? Que n'y a-t-elle pensé pour organiser la convergence des modèles sociaux? En réalité, personne n'est dupe face à la crise enquistée du capitalisme. L'économie de guerre est un expédient dangereux. Et à quoi bon d'ailleurs tout cet argent? Emmanuel Macron claironne qu'il faudra dépenser non plus 2, mais 3, voire 3,5 du PIB pour la défense. Heureux hasard, c'est le montant que les think tanks américains ont fait miroiter aux oreilles des membres de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN au déplacement à Washington en décembre dernier. À quel jeu de dupes veut-on nous faire participer? De toute façon, ces discussions de chiffres pris abstraitement sont absurdes. Que feront nos partenaires de ces dépenses? S'apprêtent-ils à sauver la position américaine en Europe, comme les négociations autour du fonds Édipe le laissent présager depuis longtemps? Sur le continent, l'espèce de soufflet asséné par M. Vance aux dirigeants européens durant la conférence de Munich et la leçon humiliante infligée à M. Zelensky ont suscité, certes, de l'indignation. Mais quelle suite aura-t-elle? Vous aurez noté que Mme Meloni n'a pas réagi. L'extrême droite italienne n'est pas différente de l'extrême droite française. Loin des protestations nationalistes, elle a avant tout la soumission chevillée au corps. M. Starmer est lui aussi resté silencieux et a même démenti aujourd'hui M. Macron. Les Britanniques ne veulent pas soutenir un plan de paix des Européens dont les Américains ne seraient pas partis, donc garants. L'entente cordiale n'a certes jamais pu remettre en cause la relation spéciale. Quant à M. Merz, en passe de devenir chancelier, s'il a salué la réunion qui s'est tenue à Londres hier, c'est en invoquant la nécessité de rebâtir des ponts avec Washington. Ébouriffante manifestation de l'aspiration allemande à l'autonomie stratégique européenne, s'il en est. Il faut dire que face au risque de guerre tarifaire qui pourrait plomber l'économie allemande et en particulier l'industrie automobile, Christine Lagarde elle-même avait conseillé de se soumettre et de sortir le carnet de chèques. D'autres doivent penser de même outre-Rhin. Il faudra donc des actes si certains veulent faire croire aux éléments de langage sur l'Europe puissante. Le président des États-Unis peut être prêt à signer un traité avec l'Ukraine un matin et malmener le président ukrainien l'après-midi. Ou le vice-président d'un pays allié peut venir insulter les Européens sur leur propre sol. Où chaque jour apporte son lot d'incertitudes et de contradictions. Et dans cette période, je m'exprime devant vous avec 3 convictions. La première, c'est que le monde libre a besoin d'un nouveau leader. Les déclarations du président Trump sont claires. Plutôt que les valeurs de démocratie et de liberté, seuls compteront toujours désormais les intérêts économiques. Et tous ceux qui tenteront d'émettre des réserves seront marginalisés. Il y a urgence à ce que l'Europe augmente son soutien militaire à l'Ukraine. C'est de cette manière que nous pourrons pallier un éventuel désengagement américain. C'est ainsi que l'Ukraine pourra continuer la résistance, si on veut lui imposer une paix factice. Et pour financer ce soutien supplémentaire, je crois que nous devons reconsidérer notre position, la position de la France, sur les avoirs russes gelés. La menace a franchi un nouveau palier. Avant d'envisager de faire payer les Français et les Européens, utilisons ces près de 300 milliards d'euros d'avoirs russes pour aider l'Ukraine. Accélérons le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. L'Ukraine mène depuis des mois des réformes fortes et courageuses pour pouvoir intégrer l'Union. L'Europe n'est la vassale de personne. Alors elle ne doit être dépendante de personne. Notre objectif doit tenir en 2 mots. 0 dépendance. Point. Comme notre pays le fait depuis 8 ans. Et sortons les dépenses de défense du calcul des 3% de déficit. C'est la condition d'un réarmement européen. Pour en donner quelques éléments, rappelons que les États-Unis fournissent la plus grande partie du pétrole de la France.
les catapultes qui font fonctionner son porte-avions. Nos pilotes y sont formés en grande partie et nombre de nos données y sont déjà stockés. Il y a trop de faux semblants dans les propos qu'on tient ces derniers jours pour ne pas devoir resituer